Hello and welcome to the Bonjour et bienvenue à le deuxième épisode de cette série de webinaires pour examiner donc les traumatismes et les pratiques dans les soins. Je m'appelle Carol Venclot. Je suis l'une de vos animatrices. Alors, avant de commencer, il y a des outils qui vont faciliter en fait la pleine participation de tous ceux qui se sont joints à l'appel aujourd'hui. Nous sommes donc très contents de pouvoir proposer cette séance dans 3 langues, ainsi que l'interprétation simultanée ou l'interprétation en langage des signes. Si vous souhaitez entendre la voix de notre interprète francophone, eh bien, veuillez sélectionner français dans le menu d'interprétation en bas de votre écran. Veuillez accéder au menu options de visualisation en haut des diapositives pour sélectionner les diapositives dans la langue de votre choix. En plus de tout cela, eh bien, il y a l'interprétation en langue des signes qui est disponible en américain, American Sign Language, ainsi qu'en langue des signes québécoise. Chacune de ces langues est également accessible à partir du bouton interprétation de votre menu Zoom. Cette séance est donc une séance d'apprentissage ainsi que de réflexion. Veuillez noter aussi qu'il y a des soutiens qui vont être disponibles en français et en anglais pour débriefer sur le contenu discuté ainsi que pour soutenir justement notre bien-être. Un conseiller est aussi disponible pendant toute la séance et même pendant 3 heures après la séance au numéro suivant. 1-888-829-5815. Et ce numéro a été aussi ajouté au chat, au clavardage, et vous pouvez donc le contacter à n'importe quel moment pendant la séance. En cas de forte demande pour ce service, eh bien, il est possible qu'on vous demande de bien vouloir laisser un message vocal et on vous rappellera ensuite à partir de numéros privés. Alors, vous allez noter aussi que la boîte de dialogue a été paramétrée pour vous permettre à tous les participants de discuter avec nos panélistes, mais pas entre vous. Nous vous assurons donc que vos commentaires et vos réflexions sont les bienvenus à tout moment pendant cet événement d'aujourd'hui. Notre équipe aussi travaille en coulisses afin de s'assurer que les messages clés seront partagés avec l'ensemble du public. Donc, nous avons un panel incroyable d'intervenants aujourd'hui et nous n'avons cependant pas réservé de temps pour discuter de vos questions en direct aujourd'hui, mais vos questions et commentaires seront rassemblés ensuite et les réponses seront partagées après cet événement. Et veuillez noter aussi que cette séance est enregistrée et que cet enregistrement sera disponible par courrier électronique ainsi que sur le site web du CEH pendant les jours qui suivront la séance. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour apprendre ensemble. Nous avons 325 participants et nous avons donc réservé 7 heures et nous espérons que vous allez pouvoir partager pendant cet échange virtuel sur l'apprentissage, sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez répondre à la question du sondage qui apparaît à l'écran et cliquez sur « Soumettre » pour pouvoir envoyer la réponse. Je reconnais que nous sommes tous réunis virtuellement aujourd'hui à partir d'une variété d'endroits à travers le pays. Je me joins à vous depuis mon bureau à domicile sur les terres traditionnelles non cédées de Mississauga, de Credit, Ashinabeg, Haudenosaunee et Wendat. Healthcare Excellence Canada est aussi engagé envers ces efforts de vérité, de réconciliation et nous essayons bien sûr de reconnaître qu'il s'agit d'un apprentissage. Nous sommes là en tant qu'individus, mais aussi collectivement en tant qu'organisation. J'offre cette reconnaissance de territoire comme étant un acte de réconciliation et je réfléchis au privilège aussi que j'ai de vivre et de travailler sur ce territoire. Et là est le résultat de nombreux sacrifices aussi. Veuillez prendre un moment maintenant pour réfléchir aussi au territoire d'où vous nous rejoignez. Si vous ne connaissez pas le territoire sur lequel vous vous trouvez et l'histoire qui l'a construit et précédé, eh bien, nous avons fourni le lien vers Native Land Digital dans le clavardage. Alors, avant de céder la parole à Denise, en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé étroitement avec nous chez Healthcare Excellence Canada et ensemble, nous avons co-présidé donc cet échange. Alors, il s'agit de Denise qui est donc conseiller au sein de nombreux comités à travers
Santé Canada. Elle a participé aussi à de nombreux programmes de formation. Elle est aussi directrice santé autochtone pour l'Autorité de la santé en Ontario. Alors maintenant que nous nous préparons pour ce webinaire d'aujourd'hui et au fur et à mesure que je me préparais moi aussi, je réfléchissais à tout cela. Comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir des informations? Et ça va être intéressant parce qu'on va entendre parler des panélistes qui ont vécu cette expérience et voient à quoi ressemble en fait la gestion du traumatisme et à quel point c'est important pour nous, Canadiens, pour comprendre le traumatisme et ce que cela veut dire pour qu'on puisse créer un endroit de sûreté dans le cadre des soins. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas participé à cette séance, nous allons partager le lien dans le clavardage que vous allez pouvoir donc consulter plus tard. Et je suis très enthousiaste par rapport à la séance d'aujourd'hui. Je connais nos panélistes. Marika aussi va pouvoir partager ses connaissances avec nous. Et sur ce, je vais maintenant passer la parole à Denise pour qu'on puisse commencer. Merci, Caroline. Merci aussi pour la reconnaissance du territoire parce que c'est important. Cette pratique a maintenant été adoptée partout à travers le pays et ça m'aide à ne pas me sentir invisible. Merci d'avoir pris le temps de faire cela. J'ai le plaisir d'être au sein de ce comité qui nous a aidés avec Healthcare Excellence Canada et je suis donc co-présidente avec aussi Kurt Fancott et cela va nous permettre de présenter diverses perspectives au niveau du système de santé canadien et aussi des conseils provinciaux. Le groupe consultatif a fourni des conseils, a développé aussi cette série d'apprentissage au début de l'année dernière et on a examiné aussi les biais inconscients, les stéréotypes inconscients qu'on a. Et comme l'a dit Carol, plus récemment, on a travaillé donc au niveau de la pratique éclairée dans le domaine des traumatismes. Et j'aimerais aussi remercier, bien sûr, les membres du groupe consultatif pour leurs conseils qui ont influencé aussi le nombre d'options d'interprétation que nous avons avec ce processus de consultation que nous soutenons, bien sûr. Alors maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Beverly Pomeroy est une chercheuse queer. C'est une spécialiste primée de l'engagement des patients et du public. C'est une colonisatrice aussi non invitée sur les territoires partagés traditionnels, ancestraux et non cédés du territoire Snowy Shunemo, mais également connue sous le nom de l'île Gabriola en Colombie-Britannique. Bev s'intéresse particulièrement à la justice, l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Elle a co-développé aussi un programme de pratique éclairée par les traumatismes et la résilience pour la recherche et l'évaluation, une approche aussi de recherche qui est axée sur le patient, basée sur les forces. C'est une combinaison unique de formation, d'expérience professionnelle et d'expérience vécue. Donc, cela a exposé Bev à des opportunités de leadership en plus des importantes dans un important environnement dans le domaine des soins de la santé, donc les services de laboratoire communautaires, ainsi que la sécurité des patients et l'amélioration de la qualité. Bev a atterri en fait dans la recherche orientée après que sa fille Sophia soit décédée en 2017 d'une maladie chronique rare à l'âge de 16 ans. Elle siège au conseil d'administration du conseil Safety Quality sur patients, Oversight Advisory, et aussi de l'Alliance et l'Association canadienne pour les services et les politiques de santé. Alors, il y a Marika Sandrelli aussi qui va se joindre à Bev aujourd'hui. Pendant plus de 40 ans, Marika a travaillé dans les domaines de la sensibilisation, du conseil, de l'éducation et du développement avec des personnes qui souffraient d'exclusion sociale due à la pauvreté, le sans-abrisme et la santé mentale, ainsi que la toxicomanie dans plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique centrale, ainsi que dans le quartier downtown du centre-ville Eastside, est de Vancouver. Au cours des 16 dernières années, Marika a occupé aussi le poste de responsable de l'échange des connaissances pour les services de santé mentale et de toxicomanie au sein de Fraser Health. Elle dirige là l'initiative Trauma and Resiliency Informed Practice, en français, pratique fondée sur les traumatismes et la résilience de la région. Elle enseigne également à l'Université Simon Fraser. Elle a obtenu là-bas une maîtrise en éducation sur la recherche contemplative. Elle est très attachée aux pratiques éducatives humaines. Marika est certifiée aussi en méditation de pleine conscience. Elle est spécialiste aussi de l'intégration assistée par le chien.
Elle vit en tant que colon blanc invité sur les territoires traditionnels partagés non cédés des Premières Nations, Kwantlen et Cathy, également connus sous le nom Colonial Mission en Colombie-Britannique, avec son partenaire et ses 3 chiens. Tous se consacrent à l'expansion des soutiens éthiques assistés par les animaux pour l'apprentissage, l'inclusion sociale, le confort et la guérison. Alors voilà, je vous passe la parole donc, Bev et Marika. Merci pour ces gentilles réflexions, pour avoir partagé aussi toutes ces informations et la reconnaissance territoriale notamment. Et j'aimerais aussi adresser un énorme merci à la grande équipe qui travaille en coulisses, ceux qui travaillent dans le territoire qui est connu sous le nom colonial de la rivière Fraser. Ce programme sur le traumatisme et la résilience qu'on appelle TRIP a été développé dans cette région. Je vais vous demander maintenant la prochaine diapo. Fraser Health a en fait une force de travail autour de 45 000 effectifs qui servent 1,9 million de personnes dans 20 communautés diversifiées, 32 Premières Nations et dans 6 communautés non cédées. Plus de 90% des réfugiés qui s'installent en Colombie-Britannique vivent dans la région de Fraser. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, il n'est pas surprenant que nous faisons tous face à des taux élevés d'anxiété et c'est le cas au niveau des effectifs dans le domaine de la santé partout à travers le Canada et pas seulement en Colombie-Britannique. Et en fait, il y a une infirmière dans les salles d'urgence qui a participé à ce programme TRIP, ce programme Traumatisme et résilience pratique éclairée. Et en fait, il y a un lien entre le traumatisme, le stress sur le lieu de travail et des comportements stigmatisants. Donc, dans ces mots, et je vais lire en fait ce qu'elle m'a dit, elle disait « Je partais de mon cadre de travail à tous les jours en me sentant en colère, frustrée, souvent envers les patients qui refusaient de s'aider eux-mêmes et qui accusaient les autres de tous leurs problèmes. » Ensuite, la honte et la culpabilité aussi me submergeaient particulièrement. Il y avait des jours où j'étais un petit peu méchante ou pas très sympathique envers quelqu'un et je me remettais en question. Je me demandais si j'étais suffisamment bonne pour faire ce travail. Mais en fait, il ne m'est pas passé à l'esprit que c'était une réponse que j'apportais et c'était dû à la détresse. Et j'ai toujours pensé en fait, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose qui n'était pas correct chez moi ou pire encore, que c'était la faute des patients. Maintenant, je sens que j'ai les outils en main pour pouvoir ajuster tout cela. Merci de votre participation aujourd'hui. Je suis très reconnaissante de pouvoir être ici dans la région au niveau Colombie-Britannique. Et voilà, donc je suis très reconnaissante de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle des systèmes qui sont organisés par le traumatisme et le travail qu'on fait dans le cadre de TRIP, c'est-à-dire traumatisme et résilience pratique éclairée, on a vu que les services qui sont fournis par des personnes qui, à un certain moment donné, sont soumis au stress dans leur propre vie, en plus du stress qu'ils ressentent sur leur lieu de travail. Et ces environnements sont des environnements qui sont soumis au stress. Donc, juste pour établir un état des lieux, c'est important de comprendre que nous avons des systèmes qui s'organisent autour de traumatisme. Et on a pu voir qu'il y a en fait ces systèmes qui s'organisent autour du traumatisme. Donc, tout comme les vies des gens sont exposées au traumatisme et souvent, ce sont des populations qui sont mal desservies et c'est eux qui organisent leur vie ou en tout cas dont la vie s'organise autour d'événements traumatisants et leur vie devient donc organisée et tourne autour de ce traumatisme qui est presque systémique. Alors,
il y a des réseaux de communication qui sont parfois traumatisés, qui sont parfois sacrifiés. Et on a vu que, à titre d'exemple, s'est rendu compte que l'effet de stress chronique sur les services sociaux faisait en sorte que les niveaux de stress du personnel soignant sont parfois parallèles ou même au même niveau que le niveau de stress ou de traumatisme qui est celui de leurs patients, des patients qu'ils sont en train de soigner. Alors, on réfléchit à la manière dont on peut soutenir le système vis-à-vis des populations qui sont difficiles à atteindre. On doit reconnaître que la réalité actuelle est la suivante. L'impact que cela a eu sur la population auprès de laquelle on est impliqué. On s'est rendu compte que le traumatisme aussi avait un impact aussi au niveau des soignants et particulièrement, cela était particulièrement vrai pendant le COVID-19. Si on ne se penche pas sur ces traumatismes, on risque de créer des environnements ou des relations où les gens vont se sentir encore plus traumatisés. Cela va poser des obstacles au travail. C'est important d'incorporer le fait que le traumatisme fait partie de notre pratique et d'adopter donc une approche qui soit adaptée. Et donc, les communautés auprès desquelles nous travaillons, on peut voir que c'est important que les patients puissent avoir confiance au fait que leurs besoins en termes de sécurité et de soins seront respectés. Il y a la stigmatisation, la discrimination aussi qui peuvent affecter les soins et il y a le stress aussi professionnel. Tout cela est interrelié. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Alors, juste pour revenir sur ce qui a été partagé jusqu'à maintenant, la pratique éclairée sur la base du traumatisme, c'est important de savoir ce que signifie le traumatisme, comment cela affecte aussi la qualité des soins. On a appris que le fait de savoir ce que c'est que le traumatisme ne suffit pas, il y a des gens qui travaillent dans des contextes de stress, dans des environnements stressants, ne peuvent pas être réceptifs vis-à-vis de l'apprentissage et qu'on devrait également envisager la manière dont on pourrait soutenir des changements au niveau pratique dans un système où il y a un traumatisme. Et le programme TRIP examine justement tout cela. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec nos définitions de travail, c'est-à-dire qu'est-ce que la résilience, qu'est-ce que le traumatisme et aussi comment peut-on mettre en œuvre cette pratique éclairée basée sur le traumatisme et la résilience, comment est-ce que cela est développé, cette pratique. Nous allons partager bien sûr des histoires, des exemples et nous allons ensuite tirer les leçons pour s'assurer qu'il y aura des projets pour l'avenir aussi. Tout d'abord, ce qu'on ne propose pas ou ce qu'on ne suggère pas, c'est qu'on dise à quelqu'un, vous faites quelque chose de pas correct. Le fait de faire bien ou de faire mal, c'est vraiment, ce n'est pas la manière d'avancer. On ne dit pas que vous devez faire plus. Donc, on fait tous face à cela et TRIP nous a montré qu'il s'agit plutôt de faire les choses différemment. On ne dit pas non plus que le fait de mettre en œuvre ce programme TRIP va garantir un résultat qui sera toujours idéal et que les choses seront automatiquement mieux. C'est une bataille que l'on mène. On ne dit pas non plus que TRIP est la meilleure manière. On a besoin de toutes les pratiques pour se soutenir les uns les autres. On ne veut pas se positionner comme étant une force compétitive. On veut au contraire rassembler nos forces. Et on ne dit pas non plus que cela est facile ou que cela doit absolument être pertinent dans le contexte de ce que vous faites. Ce qu'on propose ou ce qu'on reconnaît, c'est qu'il y a beaucoup de parties de notre travail qui n'est peut-être pas très bien compris par les gens. Le public qui fait face à une partie de notre travail ne voit pas tout ce qui se passe dans les coulisses
Et le public ne comprend pas nécessairement ça. Il faut reconnaître aussi que les petites choses peuvent faire des grandes différences et que les changements parfois sont une question de millimètres et non pas de kilomètres. On mesure donc, comme je l'ai dit, ces changements par des petits pas. Et cela vient peut-être aussi de mon expérience. Je pense que parfois, le changement, eh bien, c'est nous-mêmes. Nous sommes le changement. Ce changement que nous attendions. Je ne dis pas que nous ne plaidoyons pas pour le changement, mais je pense que le changement doit venir de nous. Et chez TRIP, nous avons vraiment des professeurs incroyables à ce niveau-là. Nous répondons aussi tous à nos propres niveaux de détresse et cela affecte la détresse. Notre réponse au stress affecte notre niveau de détresse. TRIP est un programme qui est en développement. Nous sommes en phase d'apprentissage. Ce on partage avec vous aujourd'hui versus ce qu'on va partager avec vous dans des années, eh bien, cela ne sera pas la même chose. Ces choses sont appelées à évoluer. Alors, on veut commencer avec de ce qu'on parle. Qu'est-ce que c'est TRIP et le traumatisme? Alors, il y a beaucoup de définitions de ce que c'est que le traumatisme. Alors, pour le programme TRIP, ces 3 définitions ont été retenues parce qu'ils contribuent donc à ce programme. La première, en 2003, lorsque Covington a partagé le fait que le traumatisme est un événement ainsi qu'une réponse particulière à cet événement. Et la réponse, ça peut être une crainte, une peur submergente, un sentiment d'impuissance, d'horreur. Jusqu'à ce moment-là, on se concentrait toujours sur l'événement. Si vous étiez victime, par exemple, de la guerre, d'une attaque, on se focalisait sur l'événement, mais on a appris que ce n'est pas l'événement en soi seulement, mais aussi l'expérience ou la réponse à cette expérience qui entre en ligne de compte. La définition de Tara Brach est que le traumatisme, c'est lorsque vous avez expérimenté un événement hors de votre contrôle qui vous fait peur et qui vous déconnecte de tout sentiment d'avoir des ressources ou de la sécurité ou de l'amour. À chaque fois qu'on a des relations, il y a par exemple, dans nos pratiques, il y a des politiques, la culture du service. Nous aidons dans notre pratique les gens à essayer de pouvoir capitaliser sur leurs propres ressources pour minimiser justement les effets des traumatismes. Et il y a aussi la réflexion sur la décolonisation qui est importante parce que cela va nous aider à comprendre que le traumatisme, alors le traumatisme est aussi une blessure de la violence coloniale qui peut être multigénérationnelle et qui peut englober une douleur historique, une perte historique. Alors, je te passe la parole, Bev. Merci, Marika, pour cela. Excellente définition. Alors, une chose qu'on s'est rendu compte au cours de notre parcours, c'est que c'est un voyage en même temps. Et en fait, le traumatisme doit être aussi envisagé dans le contexte de la décolonisation. Le terme traumatisme a des origines dans des contextes occidentaux et l'approche, le fait de décoloniser notre approche, c'est important de reconnaître cela. Il faut comprendre que il faut qu'on décolonise notre manière de penser et nos actions aussi. Et le terme décoloniser le traumatisme ne reconnaît pas nécessairement ces blessures de la violence coloniale. Le terme traumatisme, comme je l'ai dit, a ses origines dans les contextes occidentaux et ne place pas nécessairement la responsabilité au niveau de la colonisation. Il y a aussi une étude qui a été publiée en Colombie-Britannique et qui discute justement la violence structurelle et comment est-ce qu'on a normalisé cette souffrance sociale dans ce contexte. Donc, maintenant que nous pensons à ce parcours, il faut être conscient de la manière dont nous pouvons décoloniser aussi notre réflexion. Prochaine diapo. Alors, sur cette note,
La plupart des gens qui adoptent cette pratique TRIP, eh bien, adoptent 6 principes pour justement activer la résilience. Toute cette pratique a évolué au fil des ans, particulièrement. On peut voir que cela a évolué et on est passé de 4 à 6 principes que nous considérons. Lorsque vous pensez à cela, il faut tenir compte de ces éléments pour votre programme, votre service. Il s'agit ici d'un soutien. Quels sont donc ces 6 principes? Le premier, c'est la conscience du traumatisme. Et l'idée aussi de la diversité, à quoi ça ressemble, des opportunités pour la collaboration, le choix, la connexion, à quoi ça ressemble dans nos systèmes de soins et aussi de penser à des compétences qui sont basées sur les forces, l'autonomisation aussi. Et ensuite, j'ajouterais aussi qu'il y a la reconnaissance de l'interaction au niveau de la race, la culture, les croyances, l'histoire. Il y a une intersection au niveau par exemple, de ces différents éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure, la race, la culture, les croyances, l'histoire, la capacité, la classe, l'âge, le genre aussi avec le traumatisme, mais aussi une implication significative des personnes qui ont des expériences vécues. Oui, merci, merci pour cela. Alors, juste pour revenir, donc, il y a plusieurs années, donc, on peut voir que c'est important de mettre en œuvre ce qu'on appelle le TRIP, donc c'est le traumatisme qui peut bénéficier de la compassion, des pratiques éclairées et de la résilience. Et on peut voir aussi que il y a 2 à 3 ans, peut-être en 2016, je m'attendais donc à voir ces résultats publiés. C'est presque un cauchemar éducatif lorsque vous enseignez par rapport au traumatisme, où c'était le cas. Les participants qui participaient aux ateliers commençaient à même ressentir une expérience de traumatisme pendant l'atelier. Ils avaient un cadre, ils avaient les moyens pour pouvoir exprimer ce qui leur arrivait, leur réponse au traumatisme. Et ils reconnaissaient aussi qu'ils vivaient ou ils avaient traversé des traumatismes. Et donc, en fait, c'est important de pouvoir mettre fin à cela. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les participants, eh bien, étaient dans une réponse et cela se rapprochait de ce qui se passait au niveau de la pratique. Et donc, cela créait beaucoup de dissonance parmi les participants ou chez les participants. Donc, on a fait un peu de recherche pour voir comment est-ce qu'on pourrait créer, par exemple, quelque chose qui pourrait aider les gens lorsqu'ils apprennent au sujet du traumatisme, eh bien, quelque chose qui pourrait les aider à devenir plus réceptifs, à soutenir mieux les autres et plus réceptifs pour justement apprendre ces cadres. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 choses principalement. Nous avons inclus cet aspect de on a commencé à décoloniser notre approche. Vous allez pouvoir voir le changement de théorie. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et ça commence par le premier élément. Plus vous pouvez pratiquer cela, plus vous allez montrer cela, plus vous allez pouvoir être conscient et avoir de la compassion envers vous-même, plus vous allez être capable de le pratiquer vis-à-vis des autres, vous allez avoir de la compassion vis-à-vis des autres. Et c'est cela qui permet donc d'avoir de la satisfaction au niveau donc de la compassion. Certains d'entre vous peuvent être peut-être conscients de la satisfaction de la compassion. Donc, on n'utilise pas le terme fatigue de compassion. Ça peut être régénératif, mais la satisfaction de la compassion n'est pas quelque chose dont on parle. Et ce que c'est les sentiments positifs
ou des cadres explicatifs que nous vivons, qu'on ressent lorsqu'on se sent connecté à notre travail, on se sent compétent, on a des relations de travail positives et on a cette conviction que notre travail a un sens et qu'on change les choses. La majorité des gens entrent dans les soins de santé parce qu'ils veulent éliminer la souffrance, ils veulent aider les gens, ils veulent faire une différence, quoi. Alors, c'est presque lorsqu'on est dans cette zone où quand les choses vont très bien, on rentre à la maison et on peut identifier quelque chose qu'on a fait, qui a fait toute la différence. Donc, vous vivez donc la satisfaction de la compassion. Ça peut être mesuré. On apprend davantage que les gens qui ressentent des niveaux élevés de satisfaction de compassion sont moins aptes à souffrir d'un burn-out, de souffrir les effets du traumatisme sur le lieu de travail et ne retraumatiseront pas les gens qu'ils aident. Prochaine diapo. Alors, ça nous donne un peu la fondation et l'historique de la manifestation de TRIP et le concept qui a informé ce programme. Et nous allons partager ce que nous apprenons et quelques histoires de changement. Donc, une chose au sujet du TRIP, c'est que nous apprenons davantage, de plus en plus, que ça peut initier le changement à différents niveaux. Donc, on peut commencer au niveau personnel, les gens qui participent dans des ateliers, des rencontres, des centres de dialogue, et les équipes peuvent se rencontrer. On a mis en œuvre un programme TRIP sur Teams qui peut inspirer un changement de culture, des changements d'organisation, des changements politiques, différentes formes politiques, des outils de soutien à prise de décision. Ça peut changer des ententes de service entre les agences et affecter un changement dans les conditions sociopolitiques, même avoir l'effet de décoloniser notre façon de penser et de se comporter dans le travail. Alors, je vais commencer avec certains des changements individuels et d'équipe que nous avons vus. Donc, on est très fortunés d'avoir établi un contrat, si on veut, avec Health Actions Canada pour ça. Donc, nous avons fait une évaluation des gens qui ont participé dans des ateliers de 7 jours, de 7 heures plutôt. On a un atelier, un sondage avant atelier et un autre après. Et certains des outils que l'on utilise dans cette évaluation, c'est OM-PATHOS, donc qui est une échelle de stigmatisation sur les opioïdes. Donc, nous avons une échelle de résilience, une échelle de compassion pour soi-même et des questions de réflexion ouvertes. Prochaine diapo. Alors, voici l'échantillon, parce que je partager certaines des planifications. Donc, on a 79 participants qui travaillent dans les soins de santé, environ, il y a des médecins et des infirmières qui travaillent dans 9 hôpitaux. Nous avons 139 personnes, ou plutôt de personnel, qui travaillent dans les sections de résidence maternité de bébés, enfants et jeunes. Donc, prochaine diapo. Donc, vous allez voir ici, voici 4 mesures que nous avons mesurées avant et après. Donc, le bleu, les barres bleues sont les cotes avant. Et vous verrez que pour l'évaluation, la cote de 2.7, on peut voir qu'après l'atelier, donc après l'atelier de 7 heures, que les cotes de réduction ont diminué. Ce qui est intéressant, ils ont continué à diminuer 3 mois après. On a participé dans le programme TRIP. On peut voir que ça lie avec une hausse dans la résilience dans le côté inférieur gauche. Et les échelles continuent à augmenter, ainsi que les
cotes de compassion, autocompassion et d'autres cotes ont diminué aussi. Alors, c'est une évaluation assez significative, pas seulement avec le suivi sur 3 mois. Donc, prochaine diapo. Alors, sur niveau organisationnel, je voulais partager avec vous la différence lorsqu'on complète nos dossiers. Donc, ça, c'est un document, c'est le dossier d'un client, d'un professionnel de service. Donc, il venait juste de rencontrer quelqu'un qui était admis dans l'unité psychiatrique. Il l'a rencontré pendant quelques minutes et il inscrit ses impressions cliniques dans notre système d'information. Alors, il dit, telle personne est un homme qui a des antécédents de toxicomanie et de troubles de l'humeur causés par la toxicomanie. Il a une personnalité antisociale et il manipule le système en se faisant admettre à répétition et en refusant de faire quoi que ce soit pour régler ses problèmes de toxicomanie. Son évaluation globale actuelle du fonctionnement est de 71 sur 80. Donc, si on était fournisseur de services et on commençait son corps de travail, on lisait ceci sur cette personne, on ne l'a jamais rencontré et on ne fait que lire ce document. Quelle serait notre impression au sujet de cette personne? Est-ce qu'on dirait, ah oui, bon, instantanément, oui, on a une impression négative. Oui, ce jugement, peut-être même que cette personne n'est pas prêt à faire quoi que ce soit, donc il n'y a rien à faire, quoi. Donc, vraiment, cette impression réduit. Donc, ça réduit, si on veut, l'espace pour l'amélioration et ça crée un jugement négatif. Donc, ce fournisseur de services qui a participé dans notre programme TRIP, si on passe à la prochaine diapo, il est allé faire une mise à jour de ses impressions. Il n'est pas retourné voir le client, il a simplement modifié son libellé, si on veut. Donc, même situation, des mots très différents. Donc, il a dit tel, identifie plusieurs, donc relève de nombreux facteurs de stress dans sa vie et admet qu'il consomme des substances pour l'aider à composer avec ses émotions fortement négatives. Il reconnaît que l'hôpital est un espace sûr où obtenir de l'aide quand il commence à perdre espoir et à penser à se faire du mal. Il connaît les différents programmes visant la consommation de substances à faire dans la communauté, mais les aide à s'y inscrire parce qu'il pourrait manquer des occasions d'emploi et ne pas arriver à subvenir à ses besoins de base. Donc, si on lisait cela plutôt que ce qui était écrit avant, quelle serait votre impression? Donc, quelle serait votre impression avant de rencontrer cette personne? Quelles seraient les différences? Oui, en effet. Plus d'empathie, pas de jugement, de l'empathie, une compassion. Ils ont besoin de notre aide. Il y a espoir. Donc, il y a de la place pour, si on veut, connecter ou. Donc, oui, exactement. Il y a des gens, est-ce que ça vous dérange si on retourne à la diapo antérieure afin que les gens puissent voir la différence entre les deux? Donc, l'impression originale et ensuite le travail de Trip était entré. On a changé le libellé après l'atelier d'un demi-jour. Donc, lorsqu'il est entré, il était vulnérable et honnête. Il dit, voici ce que j'ai écrit au sujet de quelqu'un ce matin et je vais entrer pour changer mon impression. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Merci. Donc, d'excellents commentaires. Merci beaucoup pour le partage. J'aime bien, j'adore ce que vous dites. Il y a tellement de richesse dans vos commentaires, pas seulement d'humaniser l'individu. Prochaine diapo. Et je vais passer la parole à vous, Bev. Merci, Marika. Donc, j'ai le privilège de parler de l'éléphant dans la salle qui est la résilience et comme praticienne et je travaille dans le soin de santé, mais aussi pour personne responsable de ma fille. La résilience était comme des ongles sur un tableau noir. J'avais une connotation négative au sujet de la résilience, qu'on doit avoir plus de résilience, qu'on donne un fardeau,
On se donne un fardeau additionnel. Donc, résilience, vraiment pas le voir comme, pas savoir comme un mot vulgaire, une vulgarité, c'est de forcer, c'est pas offrir son vœu aux gens d'espace pour être vulnérables. Et souvent, ça nous met dans un coin. Alors, voici quelques suggestions qui ont évolué pour basées sur des recommandations parmi des groupes qui créaient des ressources sur le traumatisme et des outils de connaissance pour se baser plus sur une approche basée sur la force, quoi. Alors, on a commencé à regarder le terme résilience. Il y a une étude par le docteur Emma Warner. J'ai suivi un groupe d'enfants pendant 15 ans. Donc, on suit ce groupe d'enfants nés en 1965 sur une île hawaïenne, des périodes de 1 an, 10, 18 et à 32 ans. Et c'est une des études les plus longues qui existent. Et ce produit, c'est que dans le travail, il y avait donc c'est un groupe d'enfants multiraciales qui ont été exposés à un stress périnatal, de la pauvreté, un environnement familial donc une pathologie aussi. Donc, on voit ça souvent dans avec plusieurs patients et des familles qui sont. Donc, si on regarde l'autre dossier, on établit une pathologie selon l'environnement des gens. Donc, il y avait ces noyaux de processus protecteurs qui permettaient à bon nombre de ces individus au risque élevé de devenir des adultes plus compétents et que malgré tous les facteurs de risque, un tiers de ce groupe n'a pas seulement survécu, mais ils ont eu une croissance, si on veut, dans leur vie. Et elle a déterminé que le tout revenait à 3 facteurs protecteurs. Et Dr. Joe Brown a établi ce terme de l'activation de la résilience. Donc, on peut activer, offrir cette option aux gens qui travaillent dans le secteur. Ces 3 facteurs protecteurs sont donc une connexion bienveillante, occasion de contribuer et éclaircissement des attentes. Et comme défendresse de ma fille, quelqu'un qui travaille dans le système, ça a résonné avec moi. J'étais toujours curieuse de nos expériences et ça a résonné, si on veut. Et j'ai commencé à considérer comment on active la résilience dans nos partenariats, que ce soit au point de soins, la recherche orientée sur le patient. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'activer cet outil dans le monde de recherche. Et il y a une équipe avec laquelle je travaillais. C'était des soins à long terme. C'était même au début de la COVID, tel qu'on la connaissait. Et donc des résidences, ça incluait des familles. Et essentiellement, c'était de créer une équipe de recherche avec des familles et des résidents qui ont été affectés par la COVID et des travailleurs de première ligne. Donc, vous pouvez imaginer ces groupes qui s'allient avec des chercheurs qui voulaient les aider. Et on voulait vraiment voir comment on pouvait le faire de façon importante et significative, mais pas seulement pour activer le traumatisme ou activer certaines des expériences qu'ils ont vécues qui étaient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit on veut activer l'outil de résilience dans la recherche? Donc, pour travailler avec un groupe qui a été vraiment affecté par la COVID. Et ça peut sembler que ça n'a pas été très difficile, mais si on ne pense pas au cadre pour activer cette résilience, je ne pense pas qu'on aurait pu réussir. L'âge moyen du groupe était de 75 ans et plus, donc on envoie un portefeuille avec tous des documents et avec un facilitateur pour capturer leur pensée en temps réel sur Zoom. Donc, voici donc les limitations. Voici ce que vous allez à quoi vous attendre lors d'une rencontre. Qu'est-ce qu'on peut influencer dans la recherche? Donc, être très clair sur les attentes et offrir des occasions de contribuer pour les gens qui travaillent dans le système soins à long terme. Le Wi-Fi est terrible dans ces édifices, donc il y a eu des résidents qui appelaient les chercheurs et
ils étaient sur audio seulement pendant les rencontres. Donc, encore une fois, ça semble très simple, mais il faut le considérer. Quels sont les outils que nous avons pour activer la résilience dans nos partenariats avec peut-être des groupes qui ont été affectés par le niveau de soins qu'on leur offrait. Donc, je m'en sers à répétition, donc connexion bienveillante, occasion de contribuer, éclaircissement des attentes, donc activer la résilience et mettre les principes en action par le biais de cette méthodologie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et voici une autre façon que nous mettons TRIP en pratique et que les mots ont du pouvoir. Donc, TRIP a influencé la façon qu'on s'engage avec les gens, avec leur expérience de vie. Et le langage, l'importance du langage est très important. On en a parlé un peu lorsqu'on parlait sur les notes sur les patients. Donc, les mots qu'on utilise pour identifier les individus peut former, si on veut, les perceptions. Le langage est intégral à l'équité et l'intégration. Et les mots qu'on utilise ont le potentiel d'opprimer davantage les patients qui entrent. Lorsque le langage ne représente mal, les gens ils sont mal compris. Et c'est donc l'objectif de notre travail, alors que des mauvaises donc souvent, ça peut exacerber les problèmes. Et le langage peut faire que l'oppression soit cachée. On ne sait pas toujours que le langage qu'on utilise est opprimant. Donc, des mots peuvent impliquer qu'il y a des façons normales d'exister et qui impliquent des façons d'être à l'extérieur de cette notion de normalité ne valent pas la peine. Donc, le langage qui est inclusif et spécifique a un rôle important à jouer et de meilleure compréhension des différences, des inégalités, et particulièrement avec les populations qui ont très peu de ressources. Donc, dans le guide de langue, ici, on a changé. Donc, on peut voir la différence des fois. Donc, la différence entre changer l'expression difficile à atteindre à des populations qu'on contacte rarement change la notion. Lorsqu'on commence à engager avec des jeunes adultes, avoir un langage qui reflète des termes génériques, si on veut, sur le genre, nous aide. Donc, dans d'autres secteurs, on a retiré les mots non conformes. Donc, une partie essentiellement il faut se souvenir que les mots sont importants. Je vous encourage à faire une visite de votre site. Regardez les politiques, si on veut, sur les mots, le langage utilisé. Marika et moi, on fait beaucoup de travail de consultation et de coaching en mettant TRIP en pratique par le biais de langage, des procédures et de normes. Et encore une fois, nous avons ces listes continues, si on veut, des listes que nous découvrons continuellement suite à nos partenariats. Donc, des mots à retirer de notre vocabulaire, quoi. À vous, Marika. Prochaine diapo. Je pense qu'une des choses que je me souviens le plus, c'était un moment important, plutôt que dire que la personne cherche l'attention, c'est cherche plutôt des connexions. Donc, lorsqu'on parle de quelqu'un qui cherchait des connexions, de voir les émotions qui en ressortaient et tellement de possibilités. Et je me souviens d'avoir dit, bon, c'est exactement ce que je cherche. Je cherche quelqu'un avec qui connecter, avec qui partager. Et ce changement, ce glissement, si on veut, a ouvert tout un spectre, si on veut, de possibilités. Donc, d'excellents exemples. Une autre chose qu'on aimerait partager avec vous, c'est comment TRIP inspire le changement dans différentes organisations, même dans des espaces physiques. On a un projet qui s'appelle Wealth in Spaces dans Fraser Health. Donc, on a établi un partenariat avec des patients, des clients, des familles et des aidants naturels pour apprendre comment on peut créer des espaces accueillants et sécuritaires. Et une partie de ça, c'était simplement de changer
les panneaux, les signaux, les indicateurs. Donc, lorsque quelqu'un, donc les affiches, quoi, plutôt. Lorsqu'il rentre et voit tous ces affiches disant, bon, ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ça peut causer une réponse négative pour quelqu'un déjà qui se sent très stressé ou en détresse. Donc, on a changé le langage, si on veut. On a créé un langage, si on veut, accueillant. On a des affiches pour reconnaissance du territoire. On a créé de l'art avec des partenaires patients avec différentes images qui seraient plus accueillantes et réconfortantes. On a aussi changé les numéros des salles, les chiffres, les nombres par le biais des institutions, donc par le biais des pensionnats, les gens étaient des numéros et on les déshumanisait. Alors, plutôt que d'avoir salle 529, on l'appelait la salle du printemps, où ce que les gens entrent et voici la salle du printemps que vous voyez. Et dans certains des sites, nous avons tous les arbres et gènes de la Colombie-Britannique. On a la salle cèdre, la salle saule, saule pleureur, si on veut. Donc, on a changé ça, la notion de chiffre ou de numéro, qui a traumatisé beaucoup de gens dans le passé, et on a changé ça avec des noms plus familiers. Nous avons encouragé les cliniciens de personnaliser leurs espaces plutôt dépersonnaliser les espaces cliniques. Souvent, les cliniciens, pas pour être méchants, mais ils ont peut-être des photos de leurs enfants, des cartes d'anniversaire de leurs enfants pour faire personnaliser l'espace un peu plus. Mais si c'est un client qui a vécu des événements de la vie tels qu'on les services sociaux ont retiré des enfants, etc., ça peut soulever des expériences ou des souvenirs très traumatisants ou douloureux. Donc, on voulait que les salles reflètent quelque chose avec lesquels sont familiers. C'est pas comme si eux, ils rentraient et dans l'espace de quelqu'un d'autre. C'est votre espace en tant que patient ou en tant que client. Donc, des photos de la nature, des choses que vous voyez tous les jours, qui est plus familier, c'est plus réconfortant. Et aussi le choix des sièges. On peut voir ici, il y a des sièges avec des accoudoirs ou sans, parce que ce qu'on apprend des gens que nous desservons, c'est que souvent, avoir ce choix est critique. Les gens peut-être étaient attachés à des chaises des fois. Peut-être qu'ils avaient le sentiment qu'ils ont besoin des accoudoirs pour la sécurité. Des gens de différentes tailles ont différentes préférences. Donc, on a toujours ce choix dans le style de chaise. Et aussi, on peut les déplacer pour s'asseoir, si on veut, plus près des membres de la famille qui sont là pour le soutien. Donc, ce sont les façons que Trip a changé nos espaces physiques. Prochaine diapo. Donc, c'était quelques exemples. Et Bev et moi, nous avons mentionné que nous révisons les outils de soutien clinique, les politiques, le langage. Alors, nous avons d'autres exemples, mais je voulais partager davantage avant la fin de la direction que nous allons prendre, que nous prenons. Donc, prochaine diapo. Donc, actuellement, nous avons un programme de base et nous travaillons à décoloniser les programmes. Donc, nous avons un contenu, si on veut, conifère ou continu. Donc, des modules pour des groupes particuliers ou des endroits particuliers. Donc, il y a un module qui viendra sur l'engagement des patients. On travaille avec la GRC locale et il y a un groupe, donc il y a un programme pour les services police et l'autre pour les soins à long terme. Nous avons un programme de développement des facilitateurs ou animateurs. Donc, pour être animateur, ça ne veut pas dire que vous devez animer des ateliers de travail. On peut animer les outils de soutien de révision clinique. On peut être quelqu'un
qui est animateur des rencontres de groupe, qui est animateur au centre de dialogue. Donc, l'animation, il y a une quinzaine de rôles, si on veut, que vous pouvez assumer. Et nous avons un programme de développement qui soutient la diffusion nationale de TRIP avec le financement de Santé Canada et nos partenaires, la Commission de santé mentale du Canada. Nous continuons éternellement l'évaluation. Et donc, les gens, c'est souvent des gens qui travaillent dans les soins de santé. Donc, et maintenant, nous allons passer au niveau de soins. Donc, comment le soutien des employés peut affecter la qualité des soins offerts et on a un centre de dialogue qui est en développement. Donc, tous les concepts plus sensibles autour de TRIP sont partagés dans ces centres de dialogue. On se rencontre aux 2 mois et nous établissons aussi donc, nous allons avoir des volumes de des histoires, si on veut, des changements impliqués qui ont été apportés par TRIP. Ça va être basé sur des exemples de cas et on établit une liste de contrôle, si on veut, de préparation pour les gens qui veulent impliquer ces TRIP. Donc, prochaine diapo. On veut vraiment vous remercier. On n'est que 2 personnes ici dans une position très privilégiée de parler de TRIP, mais il y a tellement de gens qui étaient dans la salle qui ont contribué au programme TRIP. Nous travaillons avec des aînés autochtones partout au Canada. Nous travaillons avec des gens avec différentes expériences dans les familles. Et le soutien de la Commission de santé mentale du Canada a été inestimable. Donc, merci à tout le monde. Je vais passer la parole à Bev pour les derniers mots. Oui, juste pour répéter un peu ce que Marika a dit. Merci à vous tous et toutes pour votre participation. C'était un effort énorme et on est très reconnaissant d'être dans cet espace pour partager ça avec tout le monde aujourd'hui. Tellement ravi d'avoir entendu la description de TRIP et donc les festivals et le système et la qualité de soins donnés au service. Donc, je voulais partager avec vous que la façon que je vois, j'apprends et que j'apprends, c'est la façon que j'amène les forces de mes forces autochtones et la force du système. Donc, j'ai adoré votre fondation pour définir pour nous la façon que le traumatisme a été défini. Je suis désolé pour vous interrompre. Ça semble que votre casque d'écoute, on a du mal à vous entendre. C'est vraiment, c'est le microphone. C'est mieux, oui. Désolé. Donc, très excité de vos références au lien entre le traumatisme et le stress sur le travail et le comportement. Et, désolé. Donc, la référence que les services peuvent être organisés autour du traumatisme et les expériences. Dans ma communauté, on appelle ça la mémoire du sang ou épigénétique. Mais cette idée que je peux être un survivant intergénérationnel des pensionnats, même si c'était ma grand-mère qui était énormément. Et ce qui a résonné pour moi dans cette déclaration, c'est que les services peuvent devenir organisés autour de l'expérience de traumatisme. C'est de commencer à questionner s'il y a un risque pour notre système de santé en adaptant des façons de traumatisme dans la façon qu'on travaille ici. Et je vais aller encore plus loin avec l'idée que est-ce que ces expériences de traumatisme qui créent
une base pour le racisme systémique. J'ai apprécié vos 3 points, votre événement, les 3, donc la déconnexion de la sécurité et l'amour et la composante historique. Et donc, l'idée, Marika, que vous avez partagée, c'est que parfois, on se concentre sur l'individu et il y a du traumatisme parce que moi, j'ai travaillé aussi pendant ma carrière dans le domaine de la santé mentale et des addictions. Et parfois, ce n'est pas exactement ce qu'on voit. Parfois, les gens, juste le fait d'être capable de faire un choix différent et le fait de ne pas, il n'y a pas toute cette stigmatisation autour d'autres maladies. Par exemple, les gens ne choisissent pas d'être diabétiques, mais il y a une espèce de stigmatisation liée au choix lorsqu'on parle de ce traumatisme lié aux addictions. Et aussi, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé, le fait d'être ajusté ou en harmonie par rapport à notre ressenti, par rapport à la manière dont on se sent sur notre lieu de travail. Et ça peut faire en sorte qu'on se réénergise, qu'on ressente de la joie dans notre parcours professionnel, dans cette voie qu'on a choisie pour soi-même. Et aussi le fait aussi que les mots ont un pouvoir. Et tout cela, lorsque j'ai entendu ça, ça remplit mon cœur. Dans notre communauté, il y a 7 générations. Si on remonte à 7 générations et on regarde aussi 7 générations à venir, l'idée donc que nous pouvons constituer le changement dans le domaine de la santé en étant informés au niveau des traumatismes, eh bien, c'est important. Vous avez montré notamment des diapos avec des ressources. Vous avez montré à quel point le changement personnel pouvait permettre cela et pouvait avoir cet effet domino. C'est un petit peu lorsque, comme vous lancez une pierre dans l'eau et cela fait les effets de vagues. Et donc, je vous remets au défi parce que vous êtes aussi vos ancêtres et cette génération vers l'avenir vont aussi regarder, faire une rétrospective et vont aussi voir ce que vous avez fait pour eux et vous allez à ce moment-là devenir vous l'ancêtre finalement. Donc, merci à vous tous, à tous ceux qui se sont joints à nous en ligne également pour pouvoir, eh bien, élargir vos apprentissages et essayer de désapprendre ce qu'on sait et être mieux informés par rapport au traumatisme. Il y a eu cette réflexion qu'on a entendue. Merci à Bev, merci à Marika. D'après ce que j'ai vu aussi, les retours qu'on a eus dans le clavardage, eh bien, tout cela, ce sont des choses, tout ce qui a été dit, ce sont des choses avec lesquelles nos participants s'identifient. Alors, je sais qu'on a dépassé, on a débordé le temps, mais je voulais juste profiter de ces derniers instants pour remercier toutes les personnes dans les coulisses, toutes les équipes, les interprètes aussi, qui travaillent très dur pour justement pouvoir nous permettre d'avoir une expérience agréable à ce niveau-là. Je sais qu'il y a beaucoup de travail ardu derrière les coulisses et derrière toute cette organisation. Alors, pour envisager l'avenir, eh bien, nous allons créer une 3e série justement pour cet échange d'apprentissage qui aura lieu en mai et en juin. Et nous allons continuer à construire sur ces sessions passées pour faire avancer nos apprentissages. En particulier, nous allons bien sûr faire une rétrospective vers notre première séance. Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce cadre? La prochaine session parlera des approches pratiques parmi ceux qui ont le pouvoir et comment améliorer tout cela. Et les expériences vécues visant l'action collective. La qualité, l'équité, ces séances vont utiliser des études de cas issues de tout le pays, que ce soit au sein donc du système de la santé ou des organisations de la santé. Donc, surveillez les informations par rapport à ces événements à venir. Inscrivez-vous. On vous demande aussi, en guise de conclusion, de bien vouloir répondre à un sondage qui va apparaître à l'écran. Et encore une fois, un grand merci à tous pour vous être rassemblés, réunis pour cette séance d'apprentissage. Merci.